Ma femme m'a trompé avec son ex-amant 6 mois après notre mariage et a fini à l'hôpital. Tout le monde me demande pardon, mais ma décision de la quitter est irrévocable. Vous savez, on dit que le recul est 2020 ? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Quand on vit dans ce qui ressemble à un conte de fées, on ne cherche pas vraiment les failles. Je m'appelle Marcus Reed, et il y a 6 mois, j'étais absolument convaincu d'avoir décroché le jackpot en amour. Après ce qui m'a semblé être une vie de désastres amoureux et de relations qui ont sombré plus vite qu'un barbecue du 4 juillet, je l'ai rencontrée. Ava Grayson. Bon sang, par où commencer avec Ava? Imaginez, 1,68 mètres, des cheveux auburn qui captaient parfaitement la lumière du soleil et des yeux verts à vous faire oublier votre propre nom. Mais ce n'était pas seulement son physique qui me captivait. Bon sang, j'avais appris à mes dépens que les beaux visages pouvaient cacher de vilaines vérités. Non, ce qui m'a vraiment attiré, c'est son intelligence. On restait assis jusqu'à 2 heures du matin à parler de tout, de la politique à nos dessins animés préférés, et elle me surprenait toujours avec des idées auxquelles je n'avais jamais pensé. Elle me donnait l'impression d'être le mec le plus drôle et le plus intéressant du monde. Et après des années à me sentir comme un produit abîmé, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Tout a commencé dans un café du centre-ville. Cliché absolu, je sais, mais parfois, la vie s'écrit comme une comédie romantique. Je sirotais mon 3e expresso de la journée, essayant de comprendre quelques rapports trimestriels, quand elle est arrivée et m'a demandé si elle pouvait emprunter mon chargeur de téléphone. De fil en aiguille, et avant même de m'en rendre compte, on était en pleine conversation sur la place de l'ananas sur une pizza. Elle était fan de l'ananas. J'étais catégoriquement contre, mais j'étais prêt à négocier. On est sortis ensemble pendant 8 mois avant que je ne pose la question. Et avec le recul, peut-être que ça aurait dû être un signal d'alarme. Aller trop vite, se laisser emporter par le romantisme. Mais bon sang, quand on croit avoir trouvé l'âme sœur, 8 mois, c'est une éternité. Je l'ai demandé en mariage un mardi soir, par hasard, dans son appartement. Pas de restaurant chic ni de mise en scène sophistiquée, juste moi à genoux dans son salon, pendant qu'elle était en jogging et regardait Netflix. Elle a dit oui avant même que j'ai fini de lui demander, les larmes aux yeux. Et je jure que j'avais l'impression de pouvoir conquérir le monde. Notre mariage était parfait, dans cette petite intimité qui compte vraiment. Pas de ce cirque hors de prix et stressant que certains couples s'imposent. Juste nous, nos familles et une poignée d'amis proches réunis sous cette immense chaîne dans le jardin de ses parents. Son père, qui avait été sceptique à mon égard au début, ne peut pas lui en vouloir. Sa petite fille avait déjà traversé des moments difficiles avec des hommes, l'a accompagnée dans cette allée improvisée pendant que sa mère lui tamponnait les yeux avec des mouchoirs. Je suis resté là, dans mon plus beau costume, à regarder cette femme incroyable me choisir, nous choisir, et j'ai sincèrement cru m'évanouir de bonheur. La lune de miel, laissez-moi vous dire, c'était tout ce qu'on imaginait, et même plus. On se réveillait le samedi matin et on passait des heures à discuter au lit, à faire des projets d'avenir comme si on planifiait une grande aventure. On parlait d'enfants, peut-être 2, certainement pas plus de 3, parce que soyons honnêtes, les frais de scolarité sont exorbitants ces temps-ci. On rêvait d'acheter une maison avec un grand jardin où organiser des barbecues et regarder nos futurs enfants jouer. On avait même planifié nos vacances. L'Italie pour notre 5e anniversaire, peut-être l'Australie pour notre 10e. 6 mois plus tard, je me promenais toujours avec ce sourire idiot. Mes collègues ont commencé à m'appeler la jeune mariée parce que je n'arrêtais pas de dire à quel point la vie de couple était géniale. Je me surprenais à faire des trucs ringards comme lui acheter ses fleurs préférées juste parce qu'on était mardi ou la surprendre avec un plat à emporter de cette pièce de théâtre thaïlandaise qu'elle adorait après une dure journée au bureau. Elle travaillait dans le marketing pour une start-up technologique et était toujours stressée par les campagnes et les délais. J'essayais donc d'être le mari bienveillant qui lui facilitait la vie. Nous n'avions pas encore d'enfants, mais nous n'étions pas pressés. Nous apprenions encore à nous connaître en tant que mari et femme, à déterminer qui sortait les poubelles et qui se souvenait le mieux de payer la facture d'électricité. Attention, spoiler, c'était elle. Nous construisions quelque chose de solide, de concret, et j'étais reconnaissant chaque jour d'avoir trouvé quelqu'un qui me donnait envie de devenir meilleur. Puis vint ce lundi matin qui allait tout changer, même si je ne le savais pas encore. Ava descendit pendant que je préparais le café, déjà habillée pour le travail dans cette robe bleue éclatante qui lui faisait pétiller les yeux. Elle m'enlaça par derrière pendant que je me tenais au comptoir. Et je me souviens avoir pensé à la chance que j'avais de commencer chaque journée comme ça.
Salut bébé, dit-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix. Peut-être de la nervosité, peut-être de l'excitation. Je n'aurais pas su dire. J'ai des nouvelles du travail. Je me suis retourné dans ses bras en haussant un sourcil. Bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle, je crois, dit-elle, mais elle ne me regardait pas vraiment dans les yeux. Ils veulent que je parte en voyage d'affaires, quelques jours, une semaine maximum. Quelques rendez-vous clients à Chicago. J'étais un peu déçu. On avait prévu ce week-end-là de visiter cette nouvelle brasserie qui avait ouvert de l'autre côté de la ville, mais j'étais aussi fier d'elle. Les voyages d'affaires signifiaient qu'il lui confiait des choses importantes, et Ava avait bossé comme une folle pour faire ses preuves dans cette entreprise. C'est génial, ma puce, ai-je dit en l'embrassant sur le front. Tu pars quand? Jeudi matin. Je serai probablement de retour ce week-end. Peut-être dimanche au plus tard. J'ai hoché la tête, elle me manquait déjà, même si elle n'était pas encore partie. Je vais tenir le coup ici. Peut-être que je finirai par réparer ce robinet qui fuit dans les toilettes d'amis. Elle a ri. Ce rire sincère et musical qui m'avait fait craquer pour elle au départ. Mon mari bricoleur, dit-elle en redressant ma cravate, même si elle était parfaitement en bon état. Que ferais-je sans toi? Jeudi matin arriva trop tôt. Je lui ai préparé son petit déjeuner préféré, des œufs brouillés avec ce fromage raffiné qu'elle aimait et du café frais avec un. Qui suggérait que les vrais hommes devraient être plus gros que leur douleur. Ma réponse n'a jamais changé. No, because forgiveness isn't about handing your hat back to someone who destroyed it. It's about letting go of the danger so it doesn't poison your future. And he had let go, not of the truth, but of the need for her to acknowledge it. He didn't need her apology to sleep well at night. He didn't need her regret to move forward with my life. He learned the difference between forgiveness and stupidity, between mercy and being a doormat. Some Sunday morning like this one, I sit here with my coffee and think about the man he used to be. The guy who thought love meant accepting whatever treatment you got, who confused loyalty with enabling bad behavior. That guy was gone, replaced by someone who knew his worth and wouldn't settle for less. The sun was fully up now, turning the lake into a sheet of gold. Somewhere across town, Ava was probably dealing with the consequence of her choice. Somewhere else, Julian was counting down the years until his release. And here he was, free from both of them, building a life that belonged entirely to me. It was the best revenge of all. Soupçon de crème. Nous étions assis à notre petite table de cuisine et elle semblait distraite, consultant son téléphone plus que d'habitude. J'ai supposé qu'elle était simplement nerveuse à cause des réunions. Au moment de partir, je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte avec sa valise. Elle avait fait ses bagages légers, juste un petit sac à roulettes et sa sacoche d'ordinateur portable. Je l'ai serrée dans mes bras, peut-être un peu trop longtemps, respirant l'odeur de son shampoing et essayant de me souvenir de la sensation de sa présence dans mes bras. Manque-moi pendant mon absence, dit-elle contre ma poitrine. Comme toujours, répondis-je, et je le pensais vraiment. Je l'ai embrassée sur le porche, la regardant charger ses affaires dans sa voiture. Elle m'a fait un signe de la main en sortant de l'allée, et je suis resté là jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au coin de la rue. Puis je suis rentré dans notre maison tranquille, comptant déjà les jours jusqu'à son retour. Si j'avais su que ce baiser serait le dernier moment normal de notre mariage, j'aurais peut-être tenu bon un peu plus longtemps. Ça vous arrive de vivre une de ces nuits où l'on se laisse aller à la routine, en se disant que la vie est sacrément prévisible? C'était moi, jeudi soir. Ava était partie depuis exactement 12 heures, et elle me manquait déjà terriblement. J'avais réchauffé les restes d'un plat chinois à emporter de mardi. Une chevelure basse, franchement meilleure froide que lorsque nous l'avions commandée, et je me suis installé sur le canapé avec une bière, zappant d'une chaîne à l'autre comme un célibataire qui aurait oublié comment se divertir. La maison semblait trop silencieuse sans elle. Pas de fredonnement pendant qu'elle faisait la vaisselle. Pas de clic sur les touches de son ordinateur portable pendant qu'elle travaillait sur une présentation. Pas de commentaires aléatoires sur l'émission de télé-réalité qu'elle regardait à moitié. Juste moi, les restes, et les programmes de fin de soirée pourris que les chaînes diffusaient. J'ai opté pour un documentaire sur les tueurs en série. C'est vraiment encourageant, non? Et essaie de ne pas vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes pour voir si elle m'a envoyé un message. Elle m'en avait envoyé un vers 15 h cet après-midi-là. La réunion se passe bien.
L'hôtel est sympa. Mademoiselle, vous avez déjà beaucoup lu. J'avais répondu par une blague ringarde sur le fait de ne pas se laisser séduire par un homme d'affaires de Chicago au discours mielleux. Et elle avait renvoyé une flopée d'émojis rieurs. Des trucs de couple mariés normaux. Le genre d'échange de textos qui vous fait sourire comme un idiot et vous rend heureux d'avoir trouvé quelqu'un qui comprend votre sens de l'humour débile. Je commençais à peine à me plonger dans le documentaire. Un type bizarre des années 70 qui aurait probablement été attrapé en 5 minutes s'il avait eu un portable à l'époque, quand mon téléphone s'est mis à vibrer sur la table basse. L'identification de l'appelant m'a fait réfléchir. Yvonne Grayson, la mère d'Ava, appelle à 22h30 un jeudi soir. Bon, Yvonne est une femme adorable, ne vous méprenez pas, mais elle n'est pas vraiment du genre à passer des coups de fil impromptus tard le soir. Elle est plutôt du genre à envoyer des SMS pendant les heures de bureau. Le genre de personne qui pense encore qu'appeler après 21h est impoli, sauf si quelqu'un est mort ou mourant. Mon estomac a fait un drôle de mouvement en attrapant le téléphone. « Salut, Yvonne », ai-je dit en essayant d'avoir l'air décontracté, même si les sonnettes d'alarme retentissaient déjà dans ma tête. Quoi de neuf? Le son du téléphone m'a glacé le sang. C'étaient des pleurs. Pas seulement des larmes, mais ces sanglots brutaux et désespérés qui jaillissent du plus profond de votre poitrine quand le monde s'écroule autour de vous. L'espace d'une seconde, j'ai cru avoir mal interprété l'identité de l'appelant, car elle ne ressemblait pas à la femme posée et posée qui nous a aidés à organiser notre mariage. Yvonne, ai-je répété, plus fort cette fois, en coupant le son de la télé de ma main libre. Qu'est-ce qui ne va pas, Marcus? Elle haletait entre deux sanglots et sa voix était si brisée que je l'ai à peine reconnue. Oh mon Dieu, Marcus, il faut que tu viennes à l'hôpital. C'est Ava. Le documentaire était toujours en sourdine. Une photo en noir et blanc d'une scène de crime apparaissait à l'écran, mais soudain, tout me semblait surréaliste, comme si je regardais ma propre vie depuis l'extérieur. La bière dans ma main était incroyablement lourde. Les boîtes de nourriture chinoise sur la table basse me semblaient étrangères, comme des artefacts de la vie de quelqu'un d'autre. Quel hôpital? M'entendis-je demander, mais ma voix était étrange, lointaine. Yvonne, que s'est-il passé? Elle est à Chicago. Elle pleure encore. Et puis elle est là, Marcus. Elle est à Merci Général. Elle a été. Sa voix s'est complètement brisée, se transformant en sanglots qui m'ont donné l'impression qu'elle allait s'effondrer. Elle a été quoi? J'étais debout, arpentant le salon comme un animal en cage. Mon cœur martelait si fort contre mes côtes que j'ai cru qu'il allait éclater. Yvonne, tu me fous la trouille. Qu'est-il arrivé à ma femme? Elle a été agressée, a-t-elle murmuré, et ces 3 mots m'ont frappé comme un coup dur. Elle est en chirurgie. Oh mon Dieu, Marcus, il y a tellement de sang. Le téléphone m'a glissé dans la main, trempé de sueur. La pièce s'est mise à tourner et j'ai dû m'agripper au dossier du canapé pour ne pas tomber. Attaque, opération, sang. Mais elle était censée être à Chicago. Elle était censée être dans une salle de conférence stérile à parler de stratégie marketing et de projection trimestrielle. Je ne comprends pas, ai-je dit, et j'entendais la panique s'insinuer dans ma voix. Elle n'est même pas en ville. Elle est partie ce matin pour un voyage d'affaires. Silence à l'autre bout du fil, à part la respiration saccadée d'Yvonne. Alors Marcus, viens, s'il te plaît. Elle a besoin de toi. On a tous besoin de toi. J'étais déjà en mouvement, attrapant mes clés dans la coupelle près de la porte d'entrée, enfilant les premières chaussures que je trouvais. Quel étage? On est exactement à l'hôpital. Urgence. 4e étage. Je serai en salle d'attente. La ligne a été coupée et je suis resté là pendant environ 3 secondes, les yeux rivés sur mon téléphone comme s'il allait sonner à nouveau. Et Yvonne me disait que tout ça n'était qu'une horrible erreur, une confusion avec la fille de quelqu'un d'autre. Mais l'écran restait noir et la réalité s'écroulait autour de moi comme un immeuble effondré. J'ai conduit jusqu'à Merci Général comme un possédé, enfreignant probablement tous les codes de la ville. Les rues étaient presque désertes. Il était plus de 23 heures. Mais je continuais à klaxonner à chaque intersection, grillant les feux jaunes et prenant les virages comme dans un film d'action. Pendant tout ce temps, mon cerveau essayait de traiter ce qu'Yvonne avait dit. Attaquer, opération, sang. Mais elle était à Chicago. Elle m'avait envoyé un texto cet après-midi-là. Elle était censée être en réunion, logée dans un hôtel d'entreprise,
probablement en train de commander un room service et de regarder HBO avant une conférence téléphonique matinale. Elle n'était pas censée être dans un hôpital de notre ville natale, à lutter pour sa vie pendant que les chirurgiens essayaient de la remettre sur pied. Le parking de l'hôpital était presque vide, juste quelques voitures éparpillées sous les néons. Je me suis garé de travers sur 2 places et j'ai couru vers l'entrée principale. Mes pas résonnaient sur le béton comme des coups de feu. Les portes automatiques semblaient mettre une éternité à s'ouvrir. Et puis je me suis retrouvé à l'intérieur, envahi par cette odeur si particulière d'hôpital, de désinfectant, de cire à parquet, et par quelque chose d'autre que je ne pouvais identifier, mais qui me retournait l'estomac. Le trajet en ascenseur jusqu'au 4e étage m'a semblé durer des heures. J'ai regardé les chiffres s'allumer, 2, 3, 4, et j'ai essayé de me préparer à ce que j'allais voir. Mais comment se préparer à une chose pareille? Comment se préparer à découvrir que tout ce que l'on croyait savoir sur sa vie était faux? Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je l'ai vu immédiatement. Yvonne s'est affalée sur une de ces chaises en plastique inconfortables qu'on installe dans les salles d'attente des hôpitaux. Son visage était rouge et marbré par les pleurs, des mouchoirs éparpillés autour d'elle comme de la neige. Elle a levé les yeux en entendant mes pas, et l'expression de son visage, une angoisse pure mêlée à quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité, m'a fait trembler les genoux. « Marcus » a-t-elle dit en se levant si vite qu'elle a renversé son sac à main, le renversant par terre. « Dieu merci, tu es là. » Je ne l'ai pas aidé à ramasser ses affaires. Je ne pouvais pas bouger. Je suis resté planté là, dans ce couloir éclairé au néon, à regarder cette femme, devenue comme une seconde mère, s'effondrer sous mes yeux. J'ai senti mon monde basculer. « Raconte-moi ce qui s'est passé » ai-je dit d'une voix monocorde, sans émotion. « Raconte-moi tout. » Yvonne semblait avoir vieilli de 10 ans depuis le temps qu'elle avait passé assis dans cette salle d'attente. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient en bataille. Des mèches collaient à ses joues tachées de larmes, et ses mains tremblaient tandis qu'elle se penchait pour ramasser le contenu de son sac à main. Rouge à lèvres, pastilles à la menthe, mouchoirs froissés, tout cela éparpillé sur le sol stérile de l'hôpital comme les débris d'un accident de voiture. Les médecins ont dit qu'elle était stable, a-t-elle dit sans lever les yeux vers moi, d'une voix creuse et mécanique, comme si elle lisait un texte qu'elle avait mémorisé. Elle a perdu beaucoup de sang, mais ils ont réussi à arrêter l'hémorragie. Elle va s'en sortir, Marcus. Elle va s'en sortir. J'aurais voulu ressentir du soulagement à ces mots. Que le nœud dans ma poitrine se dénoue. Mais la façon dont Yvonne évitait mon regard me tenait en haleine. Il y avait plus dans cette histoire. Et quoi que ce soit, elle ne voulait pas me le dire. Où était-elle? Demandai-je en croisant les bras. Tu ne m'as toujours pas expliqué pourquoi elle est ici au lieu de Chicago. Yvonne se leva enfin, serrant son sac contre sa poitrine comme un bouclier. Elle n'était pas à Chicago, Marcus. Elle n'a jamais quitté la ville. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Comment ça, elle n'a jamais quitté la ville? Je l'ai vue partir ce matin. Elle avait des réunions. Elle a fait ses valises. Je n'en sais rien, dit Yvonne rapidement. Et maintenant, je pouvais entendre le mensonge dans sa voix. Le voir dans sa façon de regarder partout sauf moi. Tout ce que je sais, c'est que la police m'a appelé vers 21h30 ce soir. Ils ont trouvé mon numéro dans ses contacts d'urgence. Avant que je puisse poser d'autres questions, un médecin est apparu au bout du couloir, marchant vers nous de ce pas mesuré et prudent qu'adoptent les professionnels de santé lorsqu'ils s'apprêtent à annoncer une nouvelle qui va changer une vie. Il était plus âgé, peut-être la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants et ce genre de regard fatigué qui suggérait qu'il avait déjà eu sa part de nuit comme celle-ci. « Madame Grayson » a-t-il dit en regardant Yvonne et moi. « Monsieur Reed, c'est nous » ai-je dit en m'avançant. « Comment va-t-elle? On peut la voir? » « Votre femme est stable » a dit le médecin. Et j'ai senti une certaine tension dans mon épaule. Elle a reçu de multiples coups de couteau, 2 au torse et 1 au bras. Nous avons pu réparer les dégâts et, sauf complications, elle devrait se rétablir complètement. Coups de couteau. Coups de couteau multiples. Ces mots résonnaient dans ma tête comme s'ils avaient été criés dans une cathédrale vide. Quelqu'un avait poignardé ma femme, l'avait délibérément blessée, avait tenté de la tuer. La partie rationnelle de mon cerveau voulait savoir qui, voulait savoir pourquoi, mais surtout, je sentais une rage immense monter dans ma poitrine comme un feu de forêt. Qui lui a fait ça? Ai-je demandé, d'une voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. La police a-t-elle des pistes?
Le médecin a jeté un coup d'œil à Yvonne, puis à moi, et j'ai perçu quelque chose entre eux. Une sorte de communication silencieuse qui m'a retourné l'estomac. Monsieur Reed, puis-je vous parler en privé un instant? Ce n'est jamais une bonne idée. Les médecins ne demandent pas à parler en privé quand ils sont sur le point de vous annoncer que votre femme va bien et que vous pouvez la ramener à la maison demain. Ils demandent des conversations privées quand il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas dire devant tout le monde, quelque chose qui va faire mal. Quoi que vous ayez à me dire, vous pouvez le dire devant Yvonne. J'ai dit, c'est de la famille. Je pense vraiment que ce serait mieux si on parlait seul, a insisté le médecin. Et maintenant, je pouvais lire dans son expression quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Il y a des détails supplémentaires sur l'état de santé de votre femme que vous devriez connaître. Yvonne m'a serré le bras. Allez-y, Marcus. J'arrive. Contre toute attente, j'ai suivi le médecin dans le couloir jusqu'à une petite salle de consultation qui sentait le café et le désinfectant. Il a fermé la porte derrière nous et m'a fait signe de m'asseoir sur l'un de ces fauteuils inconfortables que chaque hôpital semble commander en gros. Madame Reed, commença-t-il en s'installant sur la chaise en face de moi. Les blessures de votre femme correspondent à ce qu'on attend d'une agression violente. Cependant, lors de notre examen, nous avons découvert des traces d'activité sexuelle récente. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai senti l'air me manquer. La pièce a commencé à basculer. Que dites-vous? La nature des blessures, combinée aux autres preuves que nous avons trouvées, suggère que le contact sexuel n'était pas consenti, poursuivit-il d'une voix douce, mais clinique. Nous avons prélevé des échantillons pour la police et contacté un spécialiste qui travaille avec les victimes d'agression. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais littéralement plus respirer. Ma femme, qui m'avait embrassé pour me dire au revoir ce matin-là et m'avait dit que je lui manquerais, avait été violée. Quelqu'un l'avait entendue de la manière la plus violente et la plus intime possible, puis ils ont tenté de la tuer. Est-elle réveillée? J'ai réussi à demander, peut-elle nous dire qui a fait ça? Le médecin hésita, et cette hésitation m'en dit long avant même qu'il n'ouvre la bouche. Je serrais si fort les accoudoirs de mon fauteuil que j'ai cru que le plastique allait se fissurer. Quoi? Nous pensons que ce n'était peut-être pas une agression fortuite, dit-il prudemment. Le lieu où elle a été retrouvée, les circonstances, la police a des raisons de croire que votre femme connaissait son agresseur. La pièce devint complètement silencieuse, à l'exception du battement de mon cœur qui résonnait dans mes oreilles. Ma femme connaissait son agresseur. Ce n'était pas un inconnu qui l'avait enlevé sur un parking ou qui s'était introduit dans sa chambre d'hôtel. C'était quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un en qui elle avait suffisamment confiance pour être seule. Mais elle était censée être à Chicago. Elle était censée être en réunion avec des clients, logée dans un hôtel d'entreprise, loin de toute personne susceptible de lui faire du mal. Au lieu de cela, elle était ici, dans notre ville natale, avec quelqu'un qui avait failli la tuer. Où, demandai-je, d'une voix étrange, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. Où l'a-t-on retrouvée? Le médecin parut mal à l'aise. La police aura plus de détails, mais j'ai cru comprendre que c'était dans un motel du coin, le Sunset Motor Lodge, sur la route 9. Le Sunset Motor Lodge. Je connaissais cet endroit. Un taudis délabré en périphérie où les gens allaient quand ils ne voulaient pas être vus. Le genre d'endroit où l'on ne descendait pas, sauf en cas de désespoir ou pour cacher quelque chose. Je me suis levé si vite que la chaise a raclé le sol. J'ai besoin de la voir. Monsieur Reed, je pense que vous devriez attendre que j'ai besoin de voir ma femme, ai-je répété, et quelque chose dans ma voix a fait hocher la tête au médecin et s'est écarté. En revenant dans le couloir vers Yvonne, mon esprit s'emballait, essayant de reconstituer une énigme que je ne voulais pas résoudre. Ava n'était pas allée à Chicago. Elle était allée dans un motel de Sidi avec quelqu'un qu'elle connaissait. Quelqu'un qui l'avait blessée, violée, tenté de la tuer. Et la seule question qui comptait maintenant était pourquoi. J'ai regardé Yvonne, toujours assise sur cette chaise en plastique, évitant toujours mon regard, et j'ai réalisé qu'elle en savait plus qu'elle ne me le disait. Beaucoup plus. Il faut qu'on parle, ai-je dit. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Bon sang, je ne suis même pas sûr qu'on puisse appeler ça dormir. Plutôt allongé dans notre lit, les yeux rivés au plafond, essayant de donner un sens à un monde qui avait soudain perdu tout sens. L'oreiller d'Ava sentait encore son shampoing. Et chaque fois que j'en sentais une bouffée, mon estomac se nouait à nouveau. L'hôpital l'avait gardé en observation toute la nuit,
ce qui signifiait que je passais la nuit seul dans une maison qui me semblait trop grande et trop silencieuse, sursautant au moindre bruit et vérifiant mon téléphone toutes les 5 minutes pour avoir des nouvelles. Yvonne avait promis de m'appeler si quelque chose changeait, mais sa promesse semblait creuse après la façon dont elle s'était tue quand je l'avais pressée de me donner plus de détails sur ce qu'elle savait. Je sirotais ma 3e tasse de café et arpentais la cuisine comme un animal en cage lorsque la sonnette a retenti à 8h30 vendredi matin. Par le Judas, j'ai aperçu 2 personnes en tenue professionnelle. Une grande femme noire au regard perçant et un homme blanc plus petit qui semblait n'avoir pas beaucoup dormi non plus. Les flics, forcément. Monsieur Reed, a dit la femme lorsque j'ai ouvert la porte. Je suis l'inspecteur Lewis. Voici le sergent Green. Nous sommes de la police municipale. Nous aimerions vous poser quelques questions sur ce qui est arrivé à votre femme. Je les ai invités à entrer, leur ai offert un café, et agi comme un citoyen serviable, tandis que mon cerveau hurlait que rien dans cette situation n'était normal ou acceptable. Ils se sont installés dans notre salon, la même pièce où j'avais demandé Ava en mariage 9 mois plus tôt, et ont sorti des carnets comme s'ils s'apprêtaient à interroger un suspect. Tout d'abord, nous voulons que vous sachiez que votre femme va bien, a dit l'inspecteur Lewis, d'une voix calme et posée, comme si les policiers la prenaient à l'entraînement. On lui a parlé ce matin et elle s'est montrée très coopérative. Elle est réveillée, ai-je demandé, ressentant un mélange de soulagement et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier. Puis-je la voir tout à l'heure? Le sergent Green a dit qu'il nous fallait des informations. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? Hier matin, jeudi. Elle est partie en voyage d'affaires vers 8h. Les mots avaient un goût amer dans ma bouche, car je commençais à comprendre que tout ce que je croyais savoir hier était un mensonge. Un voyage d'affaires? Répéta l'inspecteur Lewis en prenant note. Où allait-elle? Chicago. Elle a dit que son entreprise avait des réunions clients prévues. Un voyage d'1 semaine peut-être. Je me suis frotté le front, sentant un mal de tête me monter aux yeux, mais le médecin m'a dit qu'elle n'avait jamais quitté la ville. Les 2 policiers ont échangé un regard qui m'a retourné l'estomac. C'était le même genre de regard qu'Yvonne et le médecin avaient échangé. Le regard de ceux qui savent quelque chose qu'on ignore. Quelque chose qui va faire mal quand on l'apprend. Monsieur Reed. L'inspecteur Lewis a dit prudemment. Votre femme n'était pas en voyage d'affaires. Elle était au Sunset Motor Lodge avec quelqu'un. Quelqu'un qu'elle connaissait. Voilà. La confirmation de ce que je redoutais depuis que le médecin avait mentionné le motel. Ma femme. Ma femme, qui m'avait embrassé au revoir et m'avait dit que je lui manquerais, m'avait menti en face et était allée retrouver quelqu'un dans un motel en bord de route à Sidi. Qui, ai-je demandé, et ma voix était devenue chevaline. Avec qui était-elle? Le sergent Green a feuilleté son carnet et a trouvé la page qu'il cherchait. Julian Cross. Vous connaissez ce nom? Julian Cross. Pendant une seconde, le nom ne m'a pas marqué, puis il m'a frappé comme un train de marchandises. Julian Cross. Son ex-petit ami du lycée. Le type qu'elle avait mentionné exactement une fois, 6 mois après le début de notre relation, quand on faisait ce truc que font les nouveaux couples, se raconter son histoire d'amour. Elle l'avait traité de « son erreur du lycée », un type avec qui elle était sortie à 17 ans et qui était stupide. Je connais ce nom, ai-je dit lentement. Elle était sortie avec lui au lycée, mais c'était il y a des années. Elle a dit que ce n'était rien de grave. D'après les registres de l'hôtel, ils sont arrivés vers midi hier. L'inspecteur Lewis a dit qu'ils étaient là depuis environ 8 heures lorsque l'agression a eu lieu. 8 heures. Ma femme avait passé 8 heures dans une chambre de motel avec son ex-petite amie pendant que j'étais au travail, la croyant à Chicago, se demandant probablement si elle avait pensé à emporter son chargeur de téléphone. 8 heures de mon mariage, un mensonge total. Que s'est-il passé, ai-je demandé, même si je n'étais pas sûr de vouloir connaître la réponse. Comment a-t-il pu arriver? L'enquête est toujours en cours, a répondu le sergent Green. Mais d'après les preuves et la déclaration de votre femme, il semble qu'ils se soient disputés. La situation a dégénéré. Monsieur Cross est devenu violent. Une telle dispute était une dispute conjugale, et non une tromperie de ma femme avec un psychopathe qui avait tenté de la tuer. J'ai senti une sensation de froid et de dureté s'installer dans ma poitrine, remplaçant l'inquiétude et la peur que je portais depuis l'appel d'Yvonne. Est-il en garde à vue? Ai-je demandé. Nous l'avons arrêté sur place. L'inspecteur Lewis a confirmé.
Il est en détention provisoire. Il va y avoir un procès, monsieur Reed, et nous aurons besoin de votre coopération. J'ai hoché la tête, mais j'avais la tête qui tournait. Julian Cross, 8 heures dans un motel. Une dispute qui s'est terminée par la mort imminente de ma femme. Rien de tout cela n'avait de sens, mais en même temps, cela commençait à prendre un sens terriblement clair. Monsieur Reed, a dit doucement l'inspecteur Lewis, je dois vous demander, saviez-vous que votre femme était en contact avec monsieur Cross? Non, ai-je dit, et le mot est sorti plus fort que je ne l'aurais voulu. Je pensais que c'était de l'histoire ancienne. Elle ne l'a jamais mentionné, n'a jamais parlé de lui, rien. Encore des prises de notes, d'autres échanges de regards entre les policiers qui m'ont dit qu'ils savaient des choses que j'ignorais. Des choses qui allaient aggraver ce cauchemar. Nous devrons examiner le téléphone de votre femme, son ordinateur, tous ses appareils électroniques. Le sergent Green a dit qu'il pourrait y avoir des preuves de leur communication qui pourraient être pertinentes pour l'affaire. Des preuves de leur communication, des SMS, peut-être des emails, des appels téléphoniques. Qui sait depuis combien de temps cela durait, depuis combien de temps ma femme menait une double vie pendant que je me baladais en pensant que nous construisions quelque chose de vrai ensemble. Bien sûr, j'ai dit tout ce dont vous aviez besoin. Mais alors même que je le disais, j'ai senti quelque chose de fondamental se transformer en moi. L'inquiétude et la peur étaient toujours là, mais elles étaient rejointes par autre chose. Quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la colère. On se recontactait, a dit l'inspectrice Lewis en se levant et en me tendant sa carte. Et monsieur Reed, votre femme va avoir besoin de beaucoup de soutien pour se remettre de cette agression. Les victimes d'agression subissent souvent un traumatisme qui va au-delà des blessures physiques. J'ai pris la carte et hoché la tête, jouant le rôle du mari inquiet. Tandis qu'en moi, une voix posait des questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Du soutien pour quoi exactement? Pour avoir été agressé par l'homme avec qui elle me trompait? Pour m'avoir menti en face et avoir agi en cachette. Après leur départ, je suis resté assise dans mon salon un long moment, fixant l'endroit où nous avions partagé tant de soirées tranquilles ensemble, à regarder la télévision et à faire des projets d'avenir. Des projets apparemment bâtis sur des mensonges et des tromperies. Mon téléphone a vibré, un SMS d'Yvonne m'a contacté. À vous demande. Chambre 314. J'ai fixé le message une minute entière avant de répondre. En route. Mais en attrapant mes clés et en me dirigeant vers la porte, j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de ce que j'allais lui dire. Que dire à quelqu'un qui a vécu l'enfer et qui s'y est mis en vous mentant? Que dire à la personne que vous pensiez connaître mieux que quiconque alors qu'en réalité vous ne la connaissiez pas du tout? J'imagine que j'allais le découvrir. Je ne suis jamais arrivé à la chambre 314 ce jour-là. Au lieu de cela, je me suis retrouvé assise sur un banc à Riverside Park, à environ 5 km de l'hôpital, sans aucun souvenir de comment j'y étais arrivé. Une minute, je traversais le parking de l'hôpital, et la minute suivante, je fixais la rivière, regardant le courant charrier feuilles et débris comme s'il emportait des morceaux de mon ancienne vie. Le problème avec la trahison, la vraie trahison brutale, c'est qu'elle ne vous frappe pas d'un coup. C'est comme être poignardé avec un couteau émoussé. D'abord, il y a la pression, puis la confusion, puis la lente et naissante prise de conscience que quelque chose en vous saigne, et qu'il n'y a rien à faire pour l'arrêter. Julian Cross, 8 heures dans un motel. Ma femme, qui s'était tenue sous ce chêne 6 mois plus tôt et avait promis de renoncer à tous les autres, couchait avec son petit ami du lycée pendant que j'étais probablement assis dans une salle de conférence, à réfléchir à ce que je préparais pour le dîner à son retour de son faux voyage d'affaires. J'ai sorti mon téléphone et j'ai de nouveau regardé le message d'Yvonne. Ava te demande. Comme si j'étais censé laisser tomber et se précipiter vers son chevet, jouer le mari dévoué pendant qu'elle se remettait de s'attaquer par le gars avec qui elle m'a trompé. Comme si j'étais censé lui tenir la main et lui dire que tout allait aller bien quand tout mon mariage venait d'être révélé comme une blague. Mon téléphone a sonné. Yvonne à nouveau. Marcus. Sa voix était tendue, inquiète. Où es-tu? Ava a demandé. Je sais ce qu'elle a demandé. Je l'ai coupé. J'ai votre texte. Alors pourquoi n'êtes-vous pas ici? Elle a besoin de toi en ce moment. Elle a vécu quelque chose de terrible. A-t-elle? J'ai demandé. Et je pouvais entendre la glace de ma propre voix. Parce que d'où je suis assis, on dirait qu'elle se mettait dans cette situation. On dirait qu'elle m'a menti, s'est faufilée derrière mon dos et s'est mis aux ennuis avec un ex-petit ami psycho.
Silence à l'autre bout de la ligne. Alors Marcus, tu ne comprends pas. Non, Yvonne, je comprends parfaitement. Votre fille a joué à la maison avec moi avec Julian Cross. La seule chose que je ne comprends pas, c'est depuis combien de temps cela se passe et combien d'autres personnes le savaient. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple. Je me suis levé du banc, mettant le long de la rive comme une sorte d'animal en cage. Elle a fait un choix. Elle a choisi de me mentir. J'ai choisi de me tromper. J'ai choisi de rencontrer des violents dans un motel louche. Et maintenant je suis censé quoi? Se précipiter à ses côtés et prétendre que rien de tout cela n'a d'importance parce qu'elle s'est blessée. Elle est presque morte, Marcus. Elle est presque morte parce qu'elle s'est mise en danger pour être avec un autre homme. Les mots sont devenus plus difficiles que je ne le pensais, mais je me souciais d'être diplomatique. Je suis désolé qu'elle ait été blessée, Yvonne. Je suis vraiment. Mais je ne vais pas rester là et jouer le mari de soutien pendant que tout le monde prétend que ce n'est qu'une tragédie aléatoire qui lui est arrivée. Je pouvais entendre Yvonne pleurer à l'autre bout de la ligne, mais cela ne m'a pas ému comme il l'aurait fait hier. Hier, avant de découvrir que tout mon mariage a été construit sur des mensonges. S'il vous plaît, chuchota TL. Viens juste la voir. Lui parler. Elle peut expliquer. Il n'y a rien à expliquer, dis-je. Et comme les mots sortaient, j'ai réalisé qu'ils étaient vrais. C'est fini, Yvonne. Mon mariage est terminé. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre et éteint immédiatement mon téléphone. Je ne voulais entendre personne en ce moment. Pas Yvonne, pas l'hôpital, pas les flics qui voudraient probablement planifier plus d'entretiens sur l'affaire de ma femme avec un criminel violent. Je me suis assis sur le banc et j'ai essayé de comprendre ce que je devais faire ensuite. Rentrer chez vous à la maison que j'avais partagée avec une femme qui avait menti à mon visage pour Dieu sait combien de temps. Aller à l'hôpital et jouer le mari concerné pendant qu'elle tournait une histoire sobre sur la façon dont Julian l'avait manipulé, emballer mes sacs et emménager avec mon copain Dave jusqu'à ce que je puisse comprendre mon prochain déménagement. Aucune de ces options ne semblait correcte. Ils m'ont tous impliqué de réagir au choix des AA, laissant sa trahison dicter mes prochaines étapes. Et j'avais fini de la laisser contrôler le récit de ma vie. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai rallumé et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro que je cherchais. Tom Mitchell, avocat en divorce. Nous avons joué au poker ensemble plusieurs fois, et il avait géré le divorce de mon copain Steve il y a 2 ans. Steve l'avait recommandé comme quelqu'un qui n'a pas vissé, quelqu'un qui a fait les choses sans beaucoup de sonneries de main et de thérapie. Tom Mitchell Law Office, une réceptionniste a répondu. Voici Marcus Reed. J'ai besoin de planifier une consultation avec Tom dès que possible. Est-ce en ce qui concerne une procédure de divorce, monsieur Reed? Ouais, j'ai dit, et le dire à haute voix l'a rendu réel d'une manière que cela n'avait pas été auparavant. C'est. Nous avons une ouverture lundi matin à 9h. Cela fonctionnerait-il pour vous? Lundi ressemblait à une vie, mais cela ressemblait également à une ligne dans le sable. Un point où j'arrêterais d'être victime des choix de quelqu'un d'autre et de commencer à en faire une partie. Cela fonctionne, ai-je dit. Après avoir raccroché, je me suis assis là encore 1 heure, en regardant l'eau couler et en pensant à la conversation que je devais avoir avec mes enfants. Milo et Sadie étaient tous deux à l'université, les juniors dans différentes écoles, tous deux bien, tous deux ravis d'avoir une belle-mère qui semblait en fait se foutre de leur vie. Cela allait les détruire presque autant que cela me détruisait. Mais ils méritent de connaître la vérité. Ils méritent de comprendre que parfois les gens en qui vous avez confiance, les gens que vous aimez, les gens dans lesquels vous construisez votre vie, se révèlent complètement différents de ceux que vous pensiez être. Quand je suis finalement rentré chez moi, la maison était différente. Pas vide. C'était vide de nombreuses fois où Ava travaillait tard ou avec des amis. Cela a été contaminé d'une manière ou d'une autre, comme tous les souvenirs que j'avais de nous ensemble avaient été empoisonnés par la connaissance de ce qu'elle faisait vraiment. J'ai traversé notre chambre, notre cuisine, notre salon, et j'ai essayé de comprendre ce qui m'appartenait et ce qui appartenait au mensonge que je vivais. La cafetière que nous avons choisie ensemble chez Target. L'oreiller a lancé qu'elle avait insisté pour acheter parce qu'ils ont rassemblé la pièce. La photo encadrée de notre lune de miel, nous sourions tous les deux comme des idiots sur une plage à Canquin. Dans la cuisine, j'ai ouvert une bouteille de Jameson, les bonnes choses que j'avais économisées pour notre premier anniversaire, et je me suis versé 3 doigts dans une tasse de café. Ensuite,
je me suis assis à notre table de cuisine et j'ai systématiquement supprimé chaque photo de notre mariage de mon téléphone. Il m'a fallu 45 minutes pour les traverser tous, la cérémonie sous le chêne, la réception dans la cour de ses parents, la coupe du gâteau, la première danse, le moment où je l'ai plongé et l'embrassé pendant que tout le monde applaudissait. 6 mois de réflexion, ce sont les moments les plus heureux de ma vie. Et maintenant, ils ressemblaient à des preuves de la façon dont j'avais été complètement joué. Quand j'ai fini mon whisky et je me suis couché dans la chambre d'amis. Notre lit, le lit où nous avions fait des plans et partagé des rêves et parlé des enfants que nous aurions un jour, avait l'impression d'appartenir à des étrangers. Maintenant, alors que je m'allongeais dans le noir, fixant un plafond inconnu dans ma propre maison, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû m'avoir fait peur mais non. Je n'étais plus triste. Je n'avais pas le cœur brisé ou dévasté ou aucune des choses que vous êtes censé ressentir lorsque votre mariage s'effondre. J'étais en colère, froid, concentré, absolument furieux. Et pour la première fois depuis l'appel téléphonique d'Yvonne, je savais exactement ce que j'allais faire à ce sujet. Samedi matin, la cavalerie était arrivée. Et laissez-moi vous dire que ce n'était pas le genre de sauvegarde que j'espérais. Je me suis réveillé dans la chambre d'amis du son des portes de voitures claquant dans mon allée et des voix que j'ai reconnues mais je ne voulais pas gérer. À travers la fenêtre, je pouvais voir toute la famille d'Ava installer le camp sur ma pelouse comme s'il prévoyait une sorte d'intervention. Son père, Robert, déchargeait ce qui ressemblait à suffisamment de plats de casserole pour nourrir une petite armée à l'arrière de leur SUV. Sa sœur cadette, Kazé, faisait craindre, parlait avec animation sur son téléphone, appelant probablement plus de renforts. Et Yvonne se tenait là avec la même expression de plaidatrice de culpabilité qu'elle avait portée à l'hôpital, serrant un bouquet de fleurs comme elle pensait que certaines marguerites allaient réparer le fait que sa fille avait fait exploser ma vie. J'ai fait du café et je me suis tenu à la fenêtre de ma cuisine en regardant ce défilé bizarre de gens qui pensaient apparemment qu'ils avaient leur mot à dire sur la façon dont je gérais l'infidélité de ma femme. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Où étaient tous ces membres de la famille concernés quand Ava se faufilait avec Julian Cross? Où était ce front uni? Quand elle était allongée sur mon visage tous les matins pendant le petit déjeuner, la sonnette a commencé à sonner vers 8h30, suivie d'un coup persistant. Quand je n'ai pas répondu, je les ai laissés frapper. Je n'avais nulle part où être, rien d'urgence de faire, sauf savoir comment démêler ma vie de quelqu'un qui avait clairement indiqué que nos vœux de mariage signifiaient autant pour elle qu'une liste d'épicerie. Vers 9 ans, mon propre téléphone a commencé à bourdonner. Texte après le texte des nombres que j'ai reconnus et certains que je n'ai pas fait. La famille d'Ava, des amis communs, même quelques personnes du travail qui avaient apparemment entendu à travers la vigne que quelque chose allait. Tous avec le même message de base. Soyez l'homme plus grand. Pensez à ce que Dobloa traverse. Ne prenez aucune décision hâtive. Des décisions précipitées comme la décision de faire confiance à ma femme lorsqu'elle a dit qu'elle allait à Chicago. Comme la décision de la croire lorsqu'elle a promis de prévenir toutes les autres. Apparemment, ce sont les seules décisions hâtives qui se préoccupaient. Le coup s'est arrêté vers 10h et j'ai pensé qu'ils avaient abandonné et rentré chez lui. Rome. 20 minutes plus tard, j'ai entendu des clés. Marcus. La voix d'Yvonne résonna à travers la maison. Nous entrons. Je suis resté dans la cuisine, sirotant mon café et me demandant si cela comptait comme une introduction par effraction. À travers la porte, je pouvais les voir déposés dans mon salon comme s'ils possédaient l'endroit. La famille d'Ava, quelques-uns de nos amis communs, et Christ, même le père Martinez de l'église où nous nous sommes mariés. Ils avaient fait appel à un prêtre. Comme, c'était une sorte de crise spirituelle au lieu d'un cas d'adultère simple. Marcus, dit Robert, apparaissant dans la porte de la cuisine avec ce regard sévère et déçu qu'il réservait généralement pour discuter de la politique lors de dîners familiaux. Nous devons parler. Non, dis-je, ne levant pas les yeux vers mon café. Nous ne le faisons vraiment pas. Fils, je sais que tu fais mal. Ne m'appelle pas fils. Les mots sont sortis plus nets que je ne le pensais, mais je me souciais des sentiments blessés. Et ne prétendez pas que vous comprenez ce que je traverse quand votre fille était celle qui l'a causé. Elle a fait une erreur, a déclaré Yvonne, se recroquevillant dans la cuisine derrière son mari. Une terrible erreur, mais c'est tout. Elle t'aime, Marcus. Elle vous a toujours aimé. J'ai ri et c'est sorti amer et laid. Elle m'aimait tellement qu'elle a passé 8 heures dans une salle de motel avec son ex-petite amie. Ouais, je peux vraiment sentir l'amour. Ce n'est pas juste. Kazé est monté de la porte.
Vous ne savez pas ce que Julien a fait pour la manipuler. Comment il l'a fait pression. Arrêtez. Je levai la main, les regardant enfin directement. Arrêtez-vous avec les excuses. Ava est une femme adulte qui a fait un choix conscient de me mentir et de me tromper. Elle n'est pas une victime impuissante qui a été trompée dans une affaire. Elle est presque morte, a déclaré Yvonne, et sa voix a craqué les mots. Elle est presque morte. Et au lieu d'être là pour elle, vous êtes assis ici à vous sentir désolé pour vous-même. C'est là que je l'ai perdue. Vous vous sentez désolé pour moi? Je me suis levé si vite que ma chaise gratte contre le sol. Tu penses que je me sens désolé pour moi, madame? J'ai passé hier à découvrir que tout mon mariage était un mensonge. J'ai découvert que pendant que je travaillais mon cul pour construire une vie avec votre fille, elle se faufilait derrière mon dos avec un psychopathe violent. Et maintenant, vous voulez que je me précipite vers son chevet et que vous prétend que rien de tout cela n'a d'importance parce qu'elle s'est blessée. C'est ta femme? Dit tranquillement Robert. Elle était ma femme quand elle a décidé de me tromper. J'ai tiré en arrière. Elle était ma femme quand elle a menti sur mon visage d'aller à Chicago. Elle était ma femme quand elle a choisi de se mettre en danger pour être avec un autre homme. Ne me donnez pas de conférence sur les vœux du mariage lorsque votre fille a déjà brisé chacune qui comptait. La cuisine est devenue morte silencieuse. Je pouvais entendre l'horloge cocher sur le mur. Pouvais entendre des voitures passer à l'extérieur. Pouvais entendre mon propre cœur marteler contre mes côtes. Mais personne n'a dit un mot. Enfin, le père Martinez s'éclaircit la gorge. Marcus, je comprends que vous êtes en colère, mais le mariage est une question de pardon. Père, avec tout le respect que je vous dois, sauf le sermon, ai-je dit. Il ne s'agit pas de pardon. Il s'agit de la confiance. Et vous ne pouvez pas pardonner à quelqu'un d'être digne de confiance. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir à nouveau et les pas que je n'ai pas reconnus. Des pas confiants lourds qui appartiennent à quelqu'un qui avait le droit d'être ici. Mes enfants. Papa. La voix de Milo s'est déroulée dans la maison, suivie de Sad, à lancer. Que se passe-t-il? Pourquoi toutes ces voitures sont-elles dans l'allée? J'ai regardé la foule assemblée dans ma cuisine. La famille d'Ava, nos amis, le prêtre, et on sentit quelque chose s'installer en place dans ma poitrine. Mes enfants étaient à la maison. Mes enfants, qui avaient chassé 3 heures de leur collège respectif parce qu'ils avaient probablement entendu que quelque chose n'allait pas et voulaient s'assurer que j'allais bien. Excusez-moi, dis-je dans la pièce dans son ensemble. J'ai besoin de parler à mes enfants. Je suis passé tous devant eux à travers mon salon où plus de gens étaient rassemblés comme ça avec une sorte de sillage et j'ai trouvé Milo et Sadie debout dans l'entrée à l'air confus et inquiet. Milo avait 21 ans, grand comme moi mais avec les cheveux noirs de sa mère. Sadie avait 19 ans, petite et féroce avec le genre d'instinct protecteur qui faisait d'elle un sacré joueur de football. C'étaient de bons enfants, des enfants intelligents, honnêtes et fidèles qui méritent de connaître la vérité sur ce qui se passait. Et, dis-je, et les voir juste en train de faire une partie de la tension dans mes épaules. Allez, allons à l'étage. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Papa, qu'est-ce que la foule? Demanda Sadie, jetant un coup d'œil vers le salon. Est-ce que tout va bien? Ava va-t-elle bien? J'ai dit, mais notre mariage ne l'est pas. Et j'ai besoin que vous l'entendez de moi avant que quiconque essaie de faire tourner cette histoire. Nous sommes allés à mon bureau à domicile et j'ai fermé la porte derrière nous. Pendant les 20 prochaines minutes, je leur ai tout dit. Julien Cross, le motel, les mensonges, la tricherie, l'attaque. Je ne l'ai pas de sucre ou n'essayez pas de les protéger de la laideur. Ils étaient des adultes et ils méritent la vérité. Quand j'ai fini, Sadie pleurait silencieusement, et Milo regardait ses mains avec ce millier de regards qu'il a obtenu quand il traitait quelque chose de difficile. Nous sommes là pour toi, papa, dit enfin Sadie. Tout ce dont vous avez besoin. Êtes-vous sûr? Milo a posé des questions sur le divorce. Je veux dire, êtes-vous sûr qu'il n'y a aucun moyen de surmonter cela? J'ai regardé mon fils, ce jeune homme qui croyait toujours aux deuxièmes chances et au pouvoir du pardon, et j'ai senti mon cœur se briser un peu pour son innocence. Je suis sûr, j'ai dit, certaines choses ne peuvent pas être travaillées, mon pote. Certains choix ne peuvent pas être repris. En bas, je pouvais entendre des voix devenir plus fortes, débattant probablement de la stratégie pour leur prochaine tentative de me convaincre de faire la bonne chose. Mais ici avec mes enfants, j'avais l'impression d'être enfin sur un terrain solide à nouveau.
Alors, que se passe-t-il maintenant? Sadie a demandé. Maintenant, dis-je, nous trouvons comment aller de l'avant. La chose à propos de la trahison, c'est que cela vous fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, mais cela vous donne également fin de fait. Faits froids, durs et indéniables qui ne peuvent pas être tournés ou expliqués ou adoucis avec des excuses en larmes. Lundi matin, après avoir regardé la famille d'Ava mettre en scène leur intervention et à écouter tout le monde me dire ce qu'un bon homme devrait faire dans cette situation, j'ai réalisé que j'avais besoin de plus que l'histoire de base que les flics m'avaient donnée. J'avais besoin de tout savoir. Mon rendez-vous à 9h avec Tom Mitchell est allé exactement comme je l'espérais. Non pas de tentative de me dissuader du dépôt, juste des conseils juridiques directs d'un gars qui avait vu suffisamment de divorces en désordre pour savoir quand un mariage était vraiment mort dans l'eau. L'adultère rend cela assez simple en termes de terrain, a déclaré Tom, se penchant en arrière sur sa chaise en cuir et en examinant les notes que je lui ai données. La question est de savoir si vous voulez aller de la terre brûlée ou garder les choses relativement propres. Je veux savoir à quoi je fais face en premier. Je lui ai dit que je dois comprendre à quel point cela va profondément, depuis combien de temps cela se passe, qu'il y ait d'autres personnes impliquées. En ce moment, tout ce que je sais, c'est ce que les flics m'ont dit une nuit dans un motel. Tom hocha la tête comme s'il l'avait déjà entendu. Vous voulez un enquêteur privé? Je veux la vérité. Même chose dans ce cas. Il a tiré une carte de visite de son tiroir de bureau. Elise Varga, ancienne détective, travaille maintenant privée. Elle est chère mais minutieuse, et elle ne couvre rien de sucre. J'ai pris la carte, étudié le texte noir simple. Varga Investigation, vérité sur laquelle vous pouvez compter. Pas de logo de fantaisie, pas de marketing, juste un numéro de téléphone et une adresse. À quel point? J'ai demandé. Assez cher pour que vous sachiez qu'elle ne coupe pas les coins, a déclaré Tom. Mais étant donné ce qui est en jeu ici, vos actifs, votre réputation, votre tranquillité d'esprit. Cela vaut chaque centime. J'ai appelé Elise depuis ma voiture dans le parking de Tom. Sa voix était grâlement. Pas de bêtises, comme si elle avait passé trop d'années à poser des questions difficiles et à obtenir des réponses insatisfaisantes. Monsieur Reed, dit-elle après avoir expliqué ma situation. Je peux vous rencontrer cet après-midi si vous voulez commencer tout de suite. Avertissement juste, une fois que vous m'avez embauché, vous allez apprendre des choses que vous ne voulez probablement pas savoir. Êtes-vous sûr que vous êtes prêt pour cela? Je suis sûr, j'ai dit, même si je n'étais pas entièrement certain que c'était vrai. Son bureau était dans un centre commercial entre un salon de manucure et un restaurant chinois. Rien d'extraordinaire, mais propre et professionnel. Élise elle-même avait peut-être 55 ans, les cheveux gris tirés en queue de cheval pratique, portant un jean et un blazer qui avaient connu des jours meilleurs. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait passé beaucoup de temps à gérer les pires moments des autres. Café? Demanda-t-elle, faisant un geste vers un pot qui semblait se brasser depuis l'administration Clinton. Je vais bien. Smart Choice, se dirigea-t-elle derrière son bureau et ouvrit un nouveau dossier. Commençons par ce que vous savez avec certitude, puis parlons de ce que vous voulez savoir. Je lui ai tout dit. Le faux voyage d'affaires, Julian Cross, le motel, l'attaque. Elle a pris des notes sans interrompre, posant des questions de clarification uniquement lorsqu'elle avait besoin de détails spécifiques comme les dates ou les heures. L'affaire a commencé avant l'attaque. Elle a dit que lorsque j'ai terminé autant est évidente. La question est de savoir combien de temps avant et si c'était la première fois qu'elle a triché ou la première fois qu'elle s'est fait prendre. Cette possibilité que Julian ne soit pas la première, que peut-être que notre mariage avait été un long mensonge, a fait tourner mon estomac. Mais j'avais besoin de savoir. Combien de temps cela prendra-t-il? J'ai demandé. Cela dépend de leur prudence. Dit Élise. S'ils étaient bâclés utilisant leur téléphone réel, se réunissant dans des lieux publics, laissant des sentiers numériques, je peux avoir des résultats préliminaires en quelques jours. S'ils étaient intelligents à ce sujet, pourrait prendre une semaine ou deux. Ils n'étaient pas assez intelligents pour éviter un psychopathe violent. Donc, je suppose qu'ils n'étaient pas intelligents d'autres. Élise a craqué ce qui aurait pu être un sourire. Point juste. Je lui ai écrit un chèque pour son tenue, signé son contrat et lui ai donné tout ce dont elle avait besoin pour commencer. Le numéro de téléphone d'Ava, c'est information de travail, notre adresse personnelle, les noms de ses amis et des membres de sa famille. J'avais envie de remettre des munitions à quelqu'un qui était sur le point de faire la guerre à ma vie.
Mais c'était une guerre qui avait déjà été déclarée à mon insu. Encore une chose, a dit Élise alors que je me préparais à partir. Êtes-vous prêt à la possibilité que votre femme puisse essayer de vous contacter directement? Excusez-vous, expliquez-vous, demandez une autre chance. Je ne pense pas qu'elle le fera, dis-je. Elle est à l'hôpital et sa famille est assez concentrée sur la protection en ce moment. Elle le fera, a déclaré Élise avec la certitude de quelqu'un qui avait vu cette histoire se jouer auparavant. Ils le font toujours. Et quand elle le fait, ne vous engagez pas. Ne discutez pas. Ne vous défendez pas. N'essayez pas de faire la fermeture. Référez-la simplement à votre avocat et raccrochez. Et si elle veut parler de trucs pratiques? La maison, nos comptes conjoints, la logistique. Tout passe par les avocats maintenant, a déclaré fermement Élise. Au moment où vous commencez à avoir des conversations pratiques avec elle, vous lui donnez la possibilité de manipuler la situation. Et croyez-moi, Monsieur Reed, quelqu'un qui vit une double vie depuis des mois, est très, très bon dans la manipulation. J'ai quitté son bureau comme je venais d'embaucher un chirurgien pour couper une tumeur de ma vie. Ça allait faire mal et je n'aimais pas ce qu'elle a trouvé, mais c'était nécessaire si je voulais guérir correctement. Mercredi après-midi, Élise a appelé avec sa première mise à jour. Pouvez-vous entrer, elle a demandé. J'ai du matériel que vous devez voir. Son bureau se sentait différent cette fois, chargé de l'électricité, des secrets traînés dans la lumière. Elle avait un dossier de manie sur son bureau, épais de papier et de photographies. À quel point? Ai-je demandé, assis en face d'elle. Assez mauvais, a-t-elle dit, ouvrant le dossier, mais pas dans la façon dont vous vous attendez probablement. La première chose qu'elle m'a montrée a été une chronologie dessinée à la main sur du papier graphique avec des dates et des événements marqués dans une encre de différentes couleurs. Cela ressemblait à quelque chose que vous verriez sur une émission de détective, sauf que cela traitait la destruction de mon mariage. Ils sont en contact depuis 4 mois, a déclaré Élise, passant son doigt le long de la chronologie. A commencé avec les messages Facebook en janvier, a déménagé dans des SMS d'ici février, première réunion en personne début mars. Pendant des mois de mensonges, pendant des mois de ma femme, continuant avec un autre homme pendant que je prévoyais des dîners d'anniversaire et que je parlais d'acheter une maison ensemble. Voici où ça devient intéressant, a continué Élise, en retirant une pile de messages textes imprimés. Ce n'était pas seulement une romance ravivée entre les amoureux du lycée. Julian Cross est marié avec 2 enfants et sa femme ne savait pas non plus que cela se passait. Elle m'a remis les textes et je les ai lus avec un dégoût croissant. Ava et Julian planifiant leur rencontre autour de son horaire de travail et de ses matchs de football pour enfants se plaignant d'avoir à se faufiler pour faire des blagues sur leur stupide conjoint qui ne les comprenait pas. Conjoint stupide, j'ai répété, regardant un message où ma femme m'avait appelé sans aucune idée mais douce. Tout en prévoyant de rencontrer Julian dans un autre motel la semaine avant notre anniversaire de 6 mois. Il y a plus, a déclaré Élise, et son ton m'a dit que c'était là que les choses sont devenues vraiment laides. Julian Cross a des antécédents de violence domestique, 2 ordonnances de retenue de copine précédentes, une arrestation pour voie de fait qui a été abandonnée lorsque la victime a refusé de témoigner. J'ai levé les yeux des textes qu'Ava savait à ce sujet. Difficile à dire avec certitude, mais probablement une de ses ex-petites amies a posté à ce sujet sur les réseaux sociaux l'année dernière, et Ava lui était connectée par le biais d'amis communs. Même si elle ne connaissait pas les détails, elle devait savoir qu'il était en difficulté. Donc, ma femme ne m'avait pas simplement trompé. Elle m'avait trompé avec un homme qu'elle savait dangereux, un homme avec une histoire de blessure aux femmes. Elle avait risqué non seulement notre mariage, mais sa propre sécurité pour le frisson de se faufiler avec son petit ami de lycée. L'attaque n'était pas aléatoire, je me suis dit plus qu'à Élise. Non, a-t-elle confirmé. Sur la base du calendrier et des preuves, cela allait toujours se terminer mal. Les hommes comme Julian Cross ne deviennent pas soudainement violents. Ils dégénèrent. Et votre femme est entrée dans une situation qu'elle aurait dû voir venir. Je me suis assis là à regarder le dossier plein de preuves. Les photos, les textes, la chronologie des mensonges et on sentit quelque chose de froid et final se dépose dans ma poitrine. Ce n'était pas une erreur ou un moment de faiblesse ou un mariage qui pourrait être sauvé avec des conseils et du pardon. C'était une femme qui avait pris des décisions calculées pour me tromper pendant des mois, pour se mettre en danger pour l'excitation d'une affaire, pour risquer tout ce que nous avions construit ensemble pour un homme qu'elle savait violent et instable. De quoi d'autre avez-vous besoin de moi? J'ai demandé à Élise. Rien, a-t-elle dit. J'en ai assez pour les enterrer tous les 2 si cela se passe devant le tribunal.
La question est de savoir ce que vous voulez en faire? J'ai pensé à la question de Tom de plus tôt cette semaine. Terre brûlée ou relativement propre? En regardant les preuves de la tromperie de longue date de ma femme, le choix semblait assez évident. Je suis entré dans le bureau de Tom jeudi matin avec le dossier d'Alisa comme si c'était une arme chargée parce que c'est exactement ce que c'était. Des munitions pour la guerre juridique que j'étais sur le point de mener contre la femme qui a détruit notre mariage. Nous déposons le divorce, ai-je dit en laissant tomber le dossier sur son bureau. Et nous devenons nucléaires. Tom a ouvert le dossier et a sifflé bas dans son souffle alors qu'il a basculé les preuves. Message texte, photos, chronologie, tout disposé dans des détails atroces. Pendant des mois de mensonges, pendant des mois de tromperies calculées pendant que je jouais au mari dévoué. C'est solide, a-t-il dit, en étudiant les textes imprimés. L'adultère, les dommages émotionnels, peut-être même la fraude si elle utilisait des comptes conjoints pour ses rencontres. Elle était, ai-je dit, se souvenant des déclarations de cartes de crédit que j'avais examinées la veille. Les dîners, les chambres d'hôtel, lui ont même acheté une montre pour son anniversaire. Le tout sur notre carte commune tout en me disant. Quel travail est tard. Nous pouvons poursuivre pour une détresse émotionnelle et demander une restitution complète, a déclaré Tom, en prenant des notes. Compte tenu des preuves et des circonstances, je dirais que vous avez un dossier solide pour un règlement favorable. Et son employeur? J'ai demandé. Ils ont couvert ses absences. Laissez-la mentir sur les voyages d'affaires. Cela les rend complices. Tom haussa un sourcil. Vous voulez aussi poursuivre son entreprise? Putain je fais. Leur service RH savait qu'elle n'était pas à Chicago, mais ils ont soutenu son histoire quand quelqu'un a demandé. C'est une conspiration pour commettre une fraude, en ce qui me concerne. C'est ambitieux, a admis Tom. Mais étant donné la documentation, nous pourrions avoir un cas. L'implication de son employeur pourrait être considérée comme permettant la tromperie. Nous avons passé la stratégie de planification de l'heure suivante. Pas de pension alimentaire, la clause d'adultère tuerait cela. Division complète des actifs en ma faveur en raison de son utilisation abusive de fonds communs. Dommages émotionnels pour les mois de mensonges et de tromperie. Et oui, une action en justice contre son employeur pour le rôle pour couvrir ses faux voyages d'affaires. Quand faisons-nous déposer? J'ai demandé. Je peux préparer les papiers lundi. Tom a dit, êtes-vous sûr de vouloir déplacer ce rapidement? Une fois que nous avons déposé, il n'y a pas de retour. J'ai pensé au texte où elle m'avait appelé sans aucune idée mais douce tout en prévoyant de son ex-petite amie. J'ai pensé au mois de mensonges, à la fausse préoccupation lorsque je m'inquiétais de son horaire de travail stressant, de la façon dont elle m'embrassait au revoir avant d'aller dans ce motel. Déposez les papiers, ai-je dit, et assurez-vous qu'elle est servie pendant qu'elle se remet toujours. Je veux qu'elle comprenne exactement ce que ses choix lui ont coûté. Tom hocha la tête sinistre. Considérez-le. Sortir de ce cabinet d'avocat, je me sentais plus léger que je ne l'avais fait depuis des jours. Plus de prétention d'être le mari compréhensif. Plus d'écoute des gens me dire que je devrais pardonner et oublier. Désormais, c'était des affaires. Froid, calculé et complètement impitoyable, tout comme elle avait été avec moi. 3 semaines plus tard, Ava était enfin assez bien pour rentrer à la maison. Sauf qu'elle ne venait pas chez nous. J'avais rendu ce cristal clair quand Yvonne a appelé pour organiser le pick-up. Elle pouvait récupérer chez ses parents. Entourée de toutes les personnes qui pensaient que je devais simplement surmonter sa trahison et jouer le mari de soutien. Les papiers de divorce avaient été servis alors qu'elle était encore à l'hôpital. Et selon Tom, elle l'avait pris aussi bien que vous vous y attendez. Beaucoup de pleurs, beaucoup de demandes pour me parler directement, beaucoup de membres de la famille appelant pour me dire quel salaud sans cœur j'étais. J'avais ignoré chaque appel. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, elle venait pour obtenir ses affaires et j'ai eu une dernière surprise qui l'attendait. Elle est arrivée avec Yvonne en tant que remplaçant, s'attendant probablement à ce que je décompose et la ramène une fois que je l'ai vue paraître fragile et blessée. Au lieu de cela, j'avais tout disposé sur la table de la cuisine comme des preuves dans un procès pour meurtre. Le rapport complet d'Elisa, des copies imprimées de chaque message texte, une chronologie de son affaire de 4 mois et une enveloppe scellée du bureau de Tom. Marcus, a-t-elle dit, debout dans l'embrasure de la porte comme si elle avait peur de nous rapprocher. Nous devons parler. Non, nous ne le faisons pas, dis-je, faisant un geste vers la table. Tout ce que vous devez savoir est là.
Son visage est devenu blanc alors qu'elle avait regardé les journaux, les messages textes où elle m'appelait clueless. Le nombre de photos avait pris son apparition. J'ai pris l'enveloppe scellée avec des mains qui secouent. Ils préfèrent écrire un chèque et faire disparaître tranquillement. Vous avez poursuivi mon entreprise. Sa voix a craqué sur les mots. J'ai poursuivi tous ceux qui vous aidaient me mentir. J'ai dit, votre entreprise, votre ami qui vous a couvert, même l'hôtel où vous avez eu votre petit rendez-vous. Les actions ont des conséquences, Ava. Quelque chose à laquelle vous auriez dû penser avant de décider de faire exploser notre mariage. Elle a essayé de saisir ma main, des larmes coulant sur son visage. Marcus, s'il vous plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'ai retiré comme elle était radioactive. Des erreurs. J'ai ri et ça est sorti dur et amer. 4 mois de mensonges calculés n'est pas une erreur. Je me suis passé. Un adolescent naïf. Pour la première fois depuis des semaines, je pouvais respirer à nouveau. Assis sur le pont de mon nouveau condo, en regardant le lever du soleil sur le lac Michigan et en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Paix. Vraiment, honnête envers Dieu, paix qui venait de savoir exactement où je me tenais dans le monde. Les tribunaux avaient statué en ma faveur surtout. Pas de pension alimentaire. Les preuves d'adultère ont tué ce mort. La division complète des actifs a suivi mon chemin, ainsi que des dommages pour son utilisation abusive de nos comptes conjoints. Son employeur s'est installé hors du tribunal pour une somme qui a fait sourire mon avocat comme s'il avait gagné à la loterie. Julian Cross a obtenu 5 ans pour voie de fait, et sa femme avait demandé le divorce le lendemain de sa condamnation. Quant à Ava, la dernière fois que j'ai entendu, elle avait déménagé à Portland pour recommencer. Sa famille m'a toujours envoyé des cartes de Noël comme si nous étions tous une grande famille heureuse, mais je les ai jetées non ouvertes. Des ponts que vous avez brûlés complètement et vous ne regardez pas la fumée. J'avais vendu notre maison et acheté cet endroit près du lac. 2 chambres, une cuisine moderne et une vue qui m'a rappelé chaque matin que la vie pouvait être belle quand tu ne vivais pas un mensonge. Milo et Sadie ont passé des week-ends ici, et nous étions revenus dans notre ancienne routine de regarder des comédies terribles et de nous disputer sur qui a fait de meilleures crêpes. Vous avez déjà pensé à sortir ensemble? Sadie avait demandé le week-end dernier alors que nous faisions griller des hamburgers sur le pont. Peut-être qu'un jour, je lui ai dit, mais je ne suis pas pressé. Et je ne l'étais pas. Pour la première fois depuis des années, je me contentais d'être exactement qui j'étais sans me soucier de l'agenda de quelqu'un d'autre ou des motifs cachés. J'avais recommencé à entraîner Little League, repris la course, même appris à faire des pattes décentes à partir de 0. Les gens ont toujours demandé si je pardonnerais à Ava, généralement avec ce ton moralisateur.